à notre ami Dr Mohamed Toki, qui va nous parler des moyens diagnostiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Je rappelle Dr Mohamed Toki, pneumologue de pratique à Tunis et le président de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Présenter CDS. Voilà. Ça, c'est CDS, 33 ans, ramené par sa femme il y a 4 mois, parce qu'elle n'arrive plus à dormir. C'est pas à cause des ronflements. Hein? Vous voyez là, c'est ça qui la dérange. C'est quelqu'un qui fait des apnées toute la nuit avec des mouvements thoraciques et abdominaux très intenses et il est très gêné pendant toute la nuit et sa femme ne dort plus. Donc c'est vraiment essentiellement ça va doucement, j'ai pas le sang et c'est quelqu'un qui rentre énormément, qui a un syndrome d'apnée du sommeil extrêmement sévère. On sait très bien, comme a dit mes prédécesseurs, que le syndrome d'apnée du sommeil, maintenant vous connaissez que c'est extrêmement fréquent et que finalement les troubles respiratoires du sommeil, il n'y a pas que les apnées du sommeil, il y a des apnées. Donc, on a parlé des apnées obstructives, on va parler aussi tout à l'heure des apnées centrales qui sont qui donnent les mêmes problèmes, les mêmes complications que les apnées obstructives, mais tout ça, si on revient à l'obstruction au niveau des voies aériennes supérieures, cette obstruction, ces troubles respiratoires liés au sommeil commencent, comme a dit Dr. Saad, par le ronflement habituel, fréquent, mais aussi à un stade plus avancé, on peut trouver un syndrome de haute résistance des voies aériennes, qu'on voit tout à l'heure, des hypoventilations obstructives qui ne sont pas des apnées qui se voient chez l'enfant et qui sont considérées comme des apnées, le syndrome d'apnée du sommeil, et aussi, enfin, l'association avec le syndrome obésité, l'hypoventilation, le PCO, les myopathies. Donc c'est vraiment quelque chose comme un continuum qui peut être très gênant. Rappel très rapide pour faire hommage à Christian Guillemin, un Français qui vit aux États-Unis depuis les années 50 et qui a décrit le syndrome d'apnée du sommeil en 1976. Ici, c'est vraiment, je veux vous rappeler, comme a dit le docteur tout à l'heure, c'est qu'il y a des critères. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est des critères essentiellement, bien sûr, des critères cliniques, comme vous voyez là, et c'est des critères qui sont reconnus mondialement. La somnolence, associée au nom, qui peut être soit la somnolence, soit aussi d'autres signes, ces signes-là, qui sont à la fois nocturnes et diurnes, associés à l'enregistrement polygraphique du sommeil, polysomnographique, qui montre l'existence de plus que 5 apnées hypopnées par heure. Ça veut dire que les critères de sévérité, ce n'est pas uniquement sur un index, sur le nombre d'apnées hypopnées par heure, mais aussi sur les symptômes. Et ça, c'est très important, à mon avis, à retenir. Je vous présente mon plan de mon exposé, qui va être, j'espère que je vais aller assez rapidement. Je veux bien que vous retenez essentiellement des indications, comme on voit tout à l'heure, qui sont très précises. Et je vous parlerai de cas particuliers, surtout de l'enfant, qui est très différent du syndrome d'apnée du sommeil de l'adulte. On a vu que les conséquences, c'est des micro-éveils, donc une modification du sommeil, mais aussi des hypoxémies et des hypercapnies qui vont entraîner beaucoup de complications. Et tout à l'heure, Sonia va parler des problèmes cardiovasculaires. Quand évoquer un syndrome d'apnée du sommeil? En Tunisie, vraiment, ces signes sont très fréquents, et essentiellement la fatigue chronique. Plus que la somnolence, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de fatigue chronique chez des ronfleurs, des apnées remarquées par l'entourage, comme le cas de CDS, des étouffements nocturnes, qui sont donc assez fréquents, mais aussi une irritabilité, troubles cognitifs, dépression résistante au traitement, une nicturie chez un adulte inexpliquée par un problème urinaire et une polyphobilie isolée. En médecine générale, en médecine
donc, première ligne, le questionnaire de Berlin, qui a été validé dans plusieurs pays, très intéressant, qui peut, en cas s'il est positif, donc c'est un questionnaire qui a quelques questions, c'est pas beaucoup, concernant le renflement et la présence ou non de somnolence, et la présence ou non d'hypertension et d'obésité, et qui va nous orienter, comme vous voyez là, vers donc, une forte suspicion de syndrome d'apnée du sommeil ou pas. Et dans ce cas, il faut indiquer ou pas un enregistrement polygraphique du sommeil qui va confirmer le diagnostic. Docteur Mahal va parler tout à l'heure des complications, mais permettez-moi déjà d'évoquer que déjà en 2003, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est fait partie des causes donc décelables de l'hypertension artérielle. Donc il faut le chercher. Tous les patients présentant une hypertension artérielle réfractaire au traitement doivent bénéficier d'un enregistrement polysomnographique. Les hypertendus nocturnes, les non-hyper, comme on va voir avec le Dr Mahal tout à l'heure, les troubles du rythme cardiaque, ces troubles du rythme, donc on va en parler tout à l'heure, mais surtout pour cette patiente, donc la DESIA, qui présente une hypertension essentiellement nocturne au hôtel. Vous voyez là, donc c'est très évocateur de syndrome d'apnée du sommeil. Tout à l'heure, on va voir aussi que certaines indications bien précises, de façon internationale maintenant, les arythmies nocturnes, les arythmies récidivantes, ou bien à une hospitalisation, ou sur un terrain particulier. Aussi, tout diabétique doit bénéficier d'un test d'au moins des questionnaires de Berlin. S'il est positif, il doit être exploré, vu l'importance du syndrome d'apnée du sommeil dans le diabète. Ici, quelques patients. Les facteurs de risque, c'est l'obésité, le sexe masculin, l'âge, l'alcool, bien sûr, le tabac, mais aussi l'obstruction nasale et les rétrogradismes qui sont parfois négligés. Parlons un peu des explorations. Les explorations, soit, vous connaissez très bien qu'il existe des explorations polygraphiques et des explorations polysomnographiques, donc polysomnographie avec le sommeil et la respiration, et les explorations de polygraphie ventilatoire où on n'explore pas le sommeil, mais on explore uniquement la ventilation, ce qui donne un peu parfois un risque de faux négatif et de sous-estimation de l'index. La polygraphie ventilatoire, elle est très répandue en Tunisie, donc on n'a pas d'idée sur le sommeil, mais elle peut donner donc, des indications bien précises qu'on va voir tout à l'heure, des patients qui peuvent être vraiment une forte suspicion d'apnée du sommeil et chez qui on va trouver un syndrome d'apnée du sommeil sévère avec des apnées qui se répètent, ici une apnée, qui se répète avec des mouvements thoraciques abdominaux très intenses et des saturations en oxygène, donc ce qui se répète toute la nuit. La polysomnographie, par contre, c'est l'examen de référence. On va explorer le sommeil. On va explorer aussi, bien sûr, la ventilation. Je passe très rapidement sur des paramètres pour vous montrer qu'il y a plusieurs paramètres dans la polysomnographie qui peuvent être intéressants et qui peuvent donc orienter même vers d'autres étiologies et découvrir d'autres étiologies de somnolence, par exemple. Les capteurs en polysomnographie sont très précis et il faut bien les mettre dans des endroits bien particuliers qui sont détaillés par les manuels de l'American Sleep Association. Donc, je passe très rapidement. On peut faire actuellement une visite de polysomnographie même pour l'ambulatoire. Et ça donne donc des enregistrements avec, donc, vous voyez tout à l'heure, ça a des apnées avec des saturations d'oxygène, mais aussi on peut voir le sommeil avec des micro-EV qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on a parlé tout à l'heure des micro-EV qui se répètent toute la nuit et qui modifient le sommeil. Et un enregistrement pendant toute la nuit, ça c'est l'enregistrement final. Et vous voyez des désaturations très fréquentes et un hypnogramme complètement modifié à cause des apnées, qui entraînent une fatigue et une somnolence. On va avoir un rapport qui est très précis, qui doit être bien codifié. Je pense qu'on doit passer rapidement, Monsieur le Président, sur ça, parce pour ne pas alourdir cet exposé. Il y a des règles de codage très particuliers pour l'enfant aussi, avec des codes bien précis pour les problèmes cardiaques, pour les mouvements, pour les problèmes respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte qui sont complètement différents.
Je passe très rapidement sur ça pour vous montrer qu'il y a plusieurs indications qui peuvent être obtenues par ces explorations. Malheureusement, on n'a pas le temps de les voir détaillées, mais la polysomnographie va permettre aussi de chercher d'autres problèmes liés, donc, soit à l'apnée, soit qui ne sont pas liés à l'apnée elle-même. Ici, un exemple de codage. Vous voyez que ça, c'est des indications. Ça, c'est donc la description de micro-éveil. Un micro-éveil doit être codé exactement comme ça. Coder un micro-éveil au cours du sommeil, stade 1, 2, 3 ou stade de sommeil paradoxal, lors d'un changement brusque de la fréquence EEG, incluant des fréquences alpha, bêta supérieures à 16, qui dure au moins 3 secondes, avec au moins 10 secondes de sommeil stable. Donc, vraiment, c'est assez particulier et c'est assez facile de les rechercher. Ici, les définitions des apnées qu'on a vues tout à l'heure, je passe très rapidement. Il faut savoir qu'il existe des apnées centrales, donc avec absence de l'effort respiratoire pendant toute la période de l'apnée, mais on peut trouver aussi des apnées mixtes. Des hypopnées, on a vu tout à l'heure des définitions. Passons maintenant aux indications, et je veux bien vouloir obtenir des indications de la polygraphie ventilatoire, lorsqu'il y a une forte suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, avec essentiellement la somnolence ou de la fatigue, avec des autres signes diurnes et nocturnes, chez un ronfleur obèse. Si l'enregistrement est négatif, il faut passer à la polysomnographie. La deuxième indication, c'est des bilans préopératoires pour chirurgie de renflement chez adultes jeunes comme cette dame, sans incident cardiovasculaire et sans symptomatologie importante. En ce qui concerne la polysomnographie, il y a plusieurs indications qui sont importantes à mon avis. Donc, on a vu la première, c'est la discordance entre la gravité des symptômes et la gravité du SAS à la polygraphie. Donc, on trouve un SAS qui est léger ou modéré à la polygraphie, alors que les symptômes sont très importants, donc il faut passer à la polysomno. Si l'index d'apnée est inférieur à 30, pour quelqu'un qui va être appareillé par-ci, on va voir tout à l'heure, demain, donc il faut faire une polysomnographie. En cas de suspicion de haute résistance des voies aériennes, donc il faut faire sur le tracé polygraphique, donc il faut passer à la polysomnographie. Et des symptômes évoquant, en plus du SAS, une pathologie liée au sommeil. Chez certains patients polysymptomatiques, on peut proposer un enregistrement. Chez l'enfant, normalement, ce qui est reconnu mondialement, c'est que la polygraphie n'est pas validée chez l'enfant, mais on utilise actuellement de plus en plus la polygraphie chez l'enfant. Et en cas de non-amélioration de syndrome d'apnée du sommeil, sous pression positive, donc si ne s'améliore pas, il faut savoir passer à un enregistrement. Nage avec Synéretic, vous voyez qu'il présente même des mouvements importants des bras, qui gênent sa femme aussi, et qui peut être aussi en rapport avec les parasomnies. D'où l'importance de faire un enregistrement. Un petit mot sur les tests itératifs d'endormissement. Les enregistrements peuvent être compliqués par des tests itératifs d'endormissement qui vont permettre de montrer si le patient est vraiment somnolent ou pas. C'est des tests qui se répètent pendant la journée après la polysomnographie. Donc ce patient-là, on va lui faire un enregistrement. Les indications. Donc je passe sur le résultat pour vous dire que les indications, c'est essentiellement lorsque on veut savoir si le patient est somnolent ou pas, ou s'il y a une autre pathologie telle que la narcolepsie. Un petit mot sur l'insuffisance cardiaque. Les insuffisances cardiaques peuvent présenter un syndrome d'apnée du sommeil d'origine centrale, pas obstructif comme les autres patients qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une particularité sur l'interprétation des enregistrements qui est très spéciale et qui peut varier d'une nuit à une autre. Ici, un exemple d'étude qui a été faite chez ces patients qui ont fait des enregistrements J1, J2, J3, J4, et vous voyez que l'index d'apnée hypopnée varie d'une nuit à une autre, et le nombre d'apnées obstructives et centrales varie, donc parfois c'est central, parfois c'est obstructif, donc il faut faire vraiment très attention et évaluer en fonction de l'état du patient. Les indications, c'est essentiellement lorsqu'un SAS chez les gens insuffisants cardiaques,
mais qui présentent surtout une insomnie très gênante ou des éveils nocturnes ou des apnées constatées par l'entourage. Un petit mot finalement sur l'enfant. Cet enfant, c'est juste pour vous montrer la vidéo. Donc, il y avait une vidéo intéressante sur le patient. Donc, c'est différents patients. Ici, donc, un trisomie 21. Ici, donc, trisomie, des enfants qui ont des sinusoses de la face, rétrotraumatisme. Ce garçon est obèse, il ne les soucie pas, il s'améliore bien actuellement. Mais essentiellement, bien sûr, essentiellement, 90% des patients, c'est plutôt des gens qui présentent des amygdales très importantes. On peut leur faire une polysomnographie qui est à peu près la même que chez l'adulte, avec d'autres capteurs qui peuvent être utilisés. Les critères, c'est complètement différent chez l'adulte, c'est vraiment complètement. Les critères de présence d'apnée, donc du syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant sont complètement différents que chez l'adulte, avec présence de renflement de respiration laborieuse ou de somnolence, associée à une polysomnographie avec des apnées obstructives ou mixtes ou un profil d'hypoventilation donc obstructive sans apnée. Donc vraiment, il y a une différence très importante. L'index, bien sûr, chez l'enfant, c'est moins important. À partir de 1, une apnée ou hypopnée par heure de sommeil, on dit que c'est un syndrome d'apnée de sommeil. Si c'est supérieur à 5, c'est vraiment un SAS sévère. Il y a des particularités très importantes de la polysomnographie de l'enfant, avec plusieurs capteurs, d'autres capteurs que chez l'adulte. L'importance de la mesure des mouvements thoraciques abdominaux plus importante que chez l'adulte. Ici, il y a Maïssa, une jeune de 4 ans, chez qui on a fait une polysomnographie. Et vous voyez, pendant la nuit, elle dort avec une surveillance vidéo et on obtient l'enregistrement. Chez l'enfant, la polysomnographie ventilatoire est très difficile à analyser, mais on le fait. Et surtout, il faut faire très attention à utiliser des sondes avec quelques sonographies de ductance thoracique et abdominale, et avec une canule nasale et une canule de distance pour les enfants. Donc ici, donc un enregistrement assez compliqué pour cet enfant. Et il faut considérer que chez l'enfant, que lorsqu'un enfant de moins de 1 mois, la respiration est parfois irrégulière, mais sans désaturation, donc il ne faut pas considérer que c'est des apnées du sommeil. Et bien sûr, il y a fréquemment des capteurs arrachés, donc il faut faire attention. Et les enfants font plus de pauses respiratoires, on appelle ça pause respiratoire sans apnée, donc c'est difficile parfois à les voir par rapport aux apnées. J'ai presque terminé. À la différence de l'adulte, l'hypnogramme est normal, les micro-éveils sont très peu fréquents, et surtout, la longueur des apnées peut être un facteur de gravité chez l'enfant par rapport à l'adulte. C'est des enfants qui sont ramenés par les parents avec un renflement très intense, donc 3-4 nuits par semaine, avec des apnées observées fréquemment présentes, et surtout une perturbation essentiellement de la scolarité ou une agitation pendant la journée. Enfin, l'oxymétrie chez l'enfant peut être utilisée, mais elle n'est pas validée. Elle est intéressante parce que c'est très facile à faire, mais il faut vraiment être sûr de la présence des critères de McGill qui sont la présence d'au moins 3 groupes de désaturation, et chaque groupe est formé d'au moins 5 désaturations survenant une période de 30 minutes, et les désaturations, c'est plus que 4%. En conclusion, comme vous voyez, le syndrome d'apnée du sommeil n'est qu'une manifestation parmi les troubles respiratoires du sommeil. Les moyens diagnostiques sont parfois compliqués, complexes, mais c'est assez facile à faire, surtout en routine. Et j'insiste que ce ne sont que des moyens, et l'important, c'est de traiter le patient. Merci.